C'est bon. Parti. Bonjour, merci d'être venu. Comme l'a dit Fabrice, je vais vous présenter un petit peu le sujet blockchain, comment on l'appréhendait chez Amplifarm. Donc c'est pas une présentation technique, il n'y a pas de code, il n'y a pas de machin, c'est plus les principes généraux et comment on l'applique et ce qu'on veut en faire. C'est une initiation. Oula. Donc qui je suis? Donc, moi historiquement je suis issu du monde du développement. Comme disait Fabrice, j'ai passé quelques bonnes années chez Page Jaune où j'ai eu plusieurs rôles, partie DevOps, partie architecte web et enfin architecte Big Data, ce qui m'a fait mettre un peu le pied dans la data. Après ça, j'ai fait une petite partie chez CGI pour faire un peu de consulting et puis un peu de voir un peu d'autres environnements, d'autres cultures, d'autres métiers. Et enfin, depuis 2 ans, je suis CTO d'Amplifarm, qui est une start-up qui a été créée pour collecter les données des éleveurs. L'idée, c'était d'accompagner la filière élevage en récupérant ces données, en créant un data lake avec toutes les données des différents métiers, que ce soit des vétérinaires, des fournisseurs d'aliments, des producteurs de lait, et pouvoir sortir plus de valeur pour les éleveurs à travers leurs données. Ça, c'est la vocation d'Amplifarm. On les flèches, si tu descends avec les flèches, je pense qu'il fait flèche partage. Ah bien. Donc la blockchain, pourquoi cette techno? Je pense que je ne vais pas vous refaire un cours sur la blockchain, vous avez à peu près tous les bases peut-être. Vous n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions si vous avez besoin. L'objectif de la blockchain, c'est de résoudre le problème du cahier de registre pour avoir quelque chose qui soit infalsifiable. Historiquement, les comptes, tout ce qui était noté était écrit sur un cahier, les pages numérotées. Et en fait, là, vous êtes tranquille pour dire il ne manque pas une ligne ou il ne manque pas une page. Ça garantit le fait que quelque chose a été écrit. Donc, la blockchain, c'est quoi? C'est rien de plus qu'un outil informatique qui permet de résoudre ce problème-là et qui permet d'atteindre ce use case-là. Sachant qu'avec toutes les technos qu'on avait avant sur les bases de données, sur n'importe quoi, finalement, vous pouvez modifier, vu que c'est digital, vous pouvez tout modifier, sans laisser de traces. Donc ça, c'est vraiment cet objectif-là, c'est comment on peut écrire un registre. Et donc, souvent, on parle de ledger, c'est le mot registre en anglais. Donc, ce qu'on veut faire, c'est ça, finalement. Donc, un petit mot que j'aime bien, c'est se dire, finalement, on a tous envie de faire de la techno, on a tous envie d'essayer des nouvelles solutions. À un moment, il faut le faire pour quelque chose. Donc, perdons pas trop de vue le concept, perdons pas trop de vue aussi que le rôle de l'architecte, c'est de proposer des solutions pour répondre à un besoin. C'est pas forcément de se faire plaisir. Et donc, dans ce cadre-là, on va refaire un peu l'histoire. Moi, j'ai freiné des 2 pieds pendant 6 mois, 1 an avant de faire de la blockchain parce que j'ai on va mettre un buzzword sur le mot startup, ça va faire bien, mais pour l'instant, c'est peut-être pas la priorité. Et finalement, en creusant, en me faisant pousser par mon CEO, je me suis posé quand même la question de savoir ce que c'était, je suis rentré dedans. Et en comprenant ce que c'est, j'ai vu une utilité pour notre cas d'usage. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à le dire. Si on fait un petit scope global de la blockchain, souvent la blockchain, vous en entendez parler par les crypto-monnaies. C'est là-dessus qu'il y a du buzz, c'est là-dessus qu'on en entend parler, que tout le monde connaît Bitcoin, tout le monde connaît Ethereum. Bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ces technos-là, ils ont été faits pour faire un registre bancaire, et c'est comme ça qu'ils sont utilisés. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie blockchain permissionnée, donc des blockchains d'entreprise, dans lesquelles chacun va être déclaré. Donc de la même manière que sur une base de données, vous allez déclarer les users avec des droits, sur une blockchain d'entreprise, vous allez faire pareil. Il n'y a pas un côté anonyme, il n'y a pas un côté massivement décentralisé que vous allez retrouver sur une blockchain publique. C'est vraiment une blockchain d'entreprise. Et l'objectif, c'est que ce soit des organisations qui collaborent, et chaque organisation est dénuée. On travaille bien en notion d'organisation. Donc ce qui va nous intéresser, c'est qu'on n'a pas les notions de problèmes écologiques du proof of work avec ce qu'on entend souvent parler avec le Bitcoin. On est sur des mécanismes de tolérance, de contrôle qui sont beaucoup plus efficaces et surtout qui sont déclarés. Parce que comme tout le monde se connaît, finalement, on donne des droits à des organisations quand on donne des lignes dans le registre. On peut faire aussi de la crypto-monnaie avec, mais c'est pas
c'est pas son cœur de métier. Et donc aujourd'hui, celle qui fait référence, on va dire, qui est pour moi la plus industrielle, c'est Hyperledger Fabric, qui est poussée par la Fondation Linux, enfin qui est portée par la Fondation Linux, pardon, et qui est surtout poussée par IBM. Donc aujourd'hui, le gros contributeur, c'est IBM, qui l'utilise dans sa solution IBM Full Trust, notamment, on va en parler après. Donc la blockchain, des flèches. Ouais, voilà. La blockchain, pour moi, c'est quoi du coup? C'est une base de données. Dans l'acceptation, est-ce que je veux en faire dans un SI, est-ce que je veux en faire dans une architecture technique, c'est une base de données. Donc il faut vraiment le voir comme ça. J'hésite souvent à mettre génération 3 ou génération 2.1. La question peut se poser, parce qu'au final, c'est une base de données NoSQL sur laquelle on va écrire un registre de log de toutes les actions, de toutes les transactions qu'on va appliquer sur une base de données. Donc ça veut dire qu'on va avoir des features en plus par rapport à une base de données classique. On va pouvoir tracer tout l'historique de ce que vous venez écrire. Alors si je rembobine en termes de NoSQL, ce qu'on va stocker dans une blockchain, c'est des clés valeurs. Simplement ça. Et donc ce que va vous permettre d'avoir la blockchain, c'est d'avoir tout l'historique de transactions sur une clé. Qui a écrit, qui l'a modifié, qui l'a supprimé, qui l'a créé. Et ça, c'est écrit de manière indélébile dans la blockchain. Donc derrière, on peut, une fois que c'est écrit, c'est tamponné. Par contre, du coup, la contrepartie, c'est que ça va être moins performant, ça va être moins rapide, ça va être plus chiant à utiliser aussi, on va se mentir. Mais par contre, ça vous apporte quelque chose en plus. Et si vous voulez faire des chaînes de traçabilité, des chaînes où vous pouvez ouvrir les cahiers pour être audité, pour prouver ce que vous avez fait, que vous n'avez pas modifié vous en base vos données, vous utilisez ça et ça vous enlève une énorme manipulation. Donc ce qu'on a commencé à faire nous chez Amplifarm, c'est qu'on a travaillé avec Atos. Bon, j'ai pas eu trop le choix. Le gros avantage, c'est qu'ils ont payé toute la partie technique et moi j'ai juste piloté. C'était le côté intéressant pour la startup. Ce qu'on a voulu prouver, ce qui m'intéressait dans la technique, c'était ces éléments-là. Est-ce qu'on peut signer à donner, savoir qui a écrit, qui a tracé. Donc l'origine, du coup c'est un petit peu la même chose, c'est l'organisation qui l'a fait. L'organiser, donc ça veut dire que vous avez la même notion que dans une base de données, vous avez la notion de table. Donc là aujourd'hui ça va être des registres, ça va être des chaînes en fait. Mais chaque table, vous allez pouvoir structurer et dire je mets mes choux dans une table et mes choux dans une autre. Et enfin, dernier point important, c'est qu'on peut donner des droits de lecture et écriture. Contrairement à la blockchain publique, tout ce que vous mettez dans Ethereum ou Bitcoin est public. Tout le monde peut voir tout ce que vous mettez. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que quand les gens utilisent ces chaînes-là pour faire de la traçabilité, ils mettent juste des hashes, juste pour prouver que cette donnée-là, le hash de cette donnée-là, je l'ai publié et il est tamponné à un instant T. Par contre, en termes de lisibilité, c'est un peu chiant. En fait. Ça ne coûte pas grand-chose. Là, ce que j'aime bien, c'est que toutes les données, on peut les mettre, on peut les tamponner, et on peut gérer qui a accès en lecture et écriture aux données. Le use case qu'on a pris, le premier use case de traçabilité qu'on a pris, nous, c'était sur la traçabilité du lait, spécifiquement. Et donc, on a mis des organisations avec les éleveurs, des organisations avec un transformateur et un collecteur. Et donc là, on a simulé, finalement, on a généré des jeux de données pour aller tracer depuis un yaourt et récupérer l'historique des lots de lait et donc des fermes d'origine qui étaient issues de ce lait. Donc ça a marché, ça a validé la techno et ça m'a permis de me dire ok, j'investis dans Hyperledger Fabric et je pars sur cette techno. L'imitabilité, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ça, j'ai remis un petit scope quand même au cas où, mais c'est le principe de blockchain que vous allez retrouver dans toutes les blockchains qui soient publiques ou privées. C'est bien le fait de dire que les transactions, on en crée des hashes et que les blocs sont liés entre eux par ces hashes. En fait. On ne va pas forcément s'attendre là-dessus, c'est le principe fondamental, mais qui garantit que du coup, on a bien cette chaîne et qu'on ne peut pas perdre des éléments. Deuxième point, on a vu qu'on pouvait stocker des données. L'autre point super important aussi dans le cadre de la traçabilité, c'est le code, pouvoir stocker des algorithmes. Et donc là, l'exemple qu'on va voir après, par exemple, c'est de prendre des exemples de factures sans OGM. Donc là, on peut imaginer qu'on va venir stocker la facture, donc un PDF complètement dans la blockchain, et on va appliquer dessus une règle métier, qui est de parser la donnée avec un ECR, et de vérifier est-ce qu'il y a un terme OGM qui apparaît dans la facture.
ça va permettre de garantir que à la fois les données sont tracées, mais à la fois que la règle métier qu'on applique sur cette donnée, elle est également tracée et elle ne peut pas être modifiée par n'importe qui. Et donc là, encore une fois, ça répond au problème de dire est-ce que je suis auditable? Oui, parce que je suis capable de montrer toutes les données que j'ai manipulées, je suis capable de montrer tout le code que j'ai appliqué sur ces données. Et donc le code lui-même devient de la donnée qui va être tamponnée dans le registre. Donc ça, c'est un exemple de Scratch. Alors pour l'anecdote, on m'a demandé de rendre lisibles des algorithmes. Et après des mois de réflexion, j'ai fini sur Scratch. Et on m'a dit c'est trop compliqué. Là, j'ai essayé. Et à un moment, on va pas faire plus. Et alors l'idée que j'ai pas transformée mais qui est possible, c'est qu'aujourd'hui il y a du code qui existe, et notamment Google permet ça, de transtyper du code Scratch en code JavaScript. Donc on peut très bien imaginer faire évoluer ce bazar-là pour avoir une moulinette qui prend du code JavaScript et qui en fait le Scratch, donc qui permet une lisibilité pour les gens métiers qui vont voir les règles qui s'appliquent sur les données, et inversement des métiers qui peuvent générer un algorithme, qui génère un Scratch qui génère lui-même un smart contract. Donc ça c'était l'idée un peu rigolote de générer des smart contracts à partir de Scratch pour que le métier soit autonome. Donc ça j'ai validé que c'était possible techniquement, j'ai malheureusement pas eu le temps de le faire. Mais bon, c'est un peu ça. Deuxième cas d'usage. Donc là, on a fait toute la partie théorique, on va dire proof of concept, on a validé que c'était bon. Pour commencer à mettre ça en prod, je ne me sentais pas de partir sur la traçabilité directement. Donc on a utilisé un premier cas d'usage qui est le consentement RGPD. Dans notre data lake Appifarm, pour que quelqu'un puisse utiliser la donnée d'un éleveur, on demande à l'éleveur de donner son accord, son consentement. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ce consentement, on va le stocker dans blockchain, et on va mettre un smart contract qui va vérifier à chaque fois qu'un utilisateur accède à la donnée, est-ce qu'il est éligible à voir cette donnée. Ça avait un avantage, c'est que c'est un cas d'usage assez simple en termes de métier, et c'est un cas d'usage complètement interne que je peux maîtriser. Donc ce cas d'usage-là, il m'a permis de mettre en place le cluster de blockchain. Il m'a permis de pousser en production un cluster de blockchain et il m'a permis d'appréhender la techno, de savoir comment développer avec, comment manipuler, comment travailler. Et une fois que ça c'était en prod, du coup j'ai donné un go pour qu'on puisse faire des services de traçabilité alimentaire qui sont un petit peu plus complexes. Donc ça n'est pas au bon endroit, mais c'est un petit prototype que j'ai fait qui vous illustrait ce que vous avez tout à l'heure. Donc là vous avez des clés et valeurs, donc clés 1, 2, 3, 4 à gauche, et les valeurs c'est un objet JSON que vous allez retrouver. Et donc ce que propose la blockchain, c'est simplement d'avoir vous avez en bas, vous pouvez rentrer une clé en fait, et vous retrouvez tout l'historique de modification de cet objet. Comme ça, rien d'extraordinaire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, alors ça c'est un des points durs que je vais revenir à la fin, pour faire des devs c'est super chiant, parce que vous ne pouvez rien supprimer en fait. Recréer un environnement de dev, c'est juste pas possible. Supprimer un environnement de dev, c'est pas possible une fois que vous l'avez. Une fois que vous avez créé une table, elle est écrite. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir un environnement de reproductible de dev, il faut modifier la table à chaque fois en fait, une nouvelle. Ça c'est un peu pénible. Et pareil, créer un jeu de données pour faire des tests, c'est un petit peu problématique aussi. Alors, en fait, vous ne pouvez pas avoir le côté immutable des tests avec le côté reproductible. Et ça, on n'a pas encore trouvé la bonne solution pour faire ça. L'autre point qu'apporte la blockchain dont je vous parlais tout à l'heure, c'était la réplication. Donc là, ce que j'ai représenté avec mes petits tuyaux ABCD, c'est des channels. Un channel, c'est quoi? C'est une collection, une table, sur votre langage. Et donc vous allez choisir, vous, en termes de métier, quels sont les objets que je range dans chaque table. Okay, chaque channel. Et sur un channel, vous allez définir des droits. Qui a le droit de lire, qui a le droit d'écrire. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas. Il y a souvent un abus de langage pour dire c'est crypto-monnaie, c'est crypto, c'est blockchain, c'est crypté. Pas du tout. Tout ce qui est écrit sur les registres, c'est écrit en clair dans un fichier sur un disque. Donc il n'y a rien de crypté du tout là-dedans. Donc le mécanisme qu'a pris Hyperledger, c'est de se dire je vais dupliquer ce fichier, ce channel, uniquement sur les droits qu'on va accès en lecture. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs channels,
tout le monde n'aura pas l'ensemble de réapplication. Vous aurez la réapplication sur les droits uniquement sur ceux que vous avez à minimum en lecture. Donc ça veut dire que si vous êtes tout seul en lecture sur un channel, lecture écriture, vous êtes le seul à le posséder. Pas d'application. Donc ça, en fait, le sujet que ça amène derrière, comme n'importe quel sujet data, c'est de se dire finalement c'est pas la techno, c'est comment j'organise ma donnée, comment je la structure, comment je fais la gouvernance du projet, comment je structure mes données et qui a accès et qui n'a pas accès à ces données. Et comment je vais les manipuler pour passer d'une langue métier. Donc ça c'est un point hyper important qui n'est pas clair dans la tête des gens, c'est que voilà, faut pas imaginer que toute la réapplication est complète. C'est ça le message. Donc une petite synthèse sur la blockchain. Donc elle permet de signer et d'organiser la donnée. Elle est auditable dans le sens où tout ce qui est écrit est écrit. On peut faire des smart contracts avec les règles métiers. Et enfin on peut partager les serveurs surtout. Le gros avantage de ce point-là, on va dire mon avantage à moi en tant que start-up, c'est de se dire, finalement, si on organise bien le projet, finalement, que vous ayez vos nœuds, demain, plus farmer, vous continuez à être autonome, en fait. Donc, il y a quand même une notion de base de données décentralisée, dans le sens où le chef d'orchestre organisateur, il n'a pas forcément tous les channels, et deux, finalement, une fois que c'est mis en place, il n'est plus forcément nécessaire d'être là contrairement à un service classique avec une base classique. Ça, c'est un point à prendre en compte aussi. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, l'OGM. Aujourd'hui, l'objectif, on va dire la volonté globale de la traçabilité alimentaire, pour que ça fasse du sens, c'est qu'on est depuis l'origine de la ferme jusqu'à un distributeur, jusqu'à un consommateur. Donc ça, c'est le Graal. Aujourd'hui, le temps d'embarquer tout le monde, je pense qu'on sera tous en retraite. L'ambition, c'est de se dire déjà, en fait, chaque maillon, il gère sa propre traçabilité. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que la traçabilité qui est réglementaire, qui est en place et qui fonctionne très bien, c'est une traçabilité papier. Chaque maillon doit savoir ce qui rentre et savoir ce qui sort. Il connaît ses interfaces. Et aujourd'hui, les entreprises n'ont pas d'outils pour piloter leur traçabilité interne. Ils font ça avec les ERP, il y a une personne qui fait ça à la main, enfin, c'est un peu galère. Donc là, l'idée, c'est de transformer de la valeur pour chaque maillon. On veut dire, bon, on va vous apporter une traçabilité interne, on va vous faciliter un rappel produit, on va tout ce cycle de vie de traçabilité, qu'est-ce que la digitalisation peut apporter. Et l'ambition un peu hégémonique de se dire quand tout le monde sera sur la même blockchain avec les mêmes outils, et ben on va gagner sur la longueur pour le consommateur. Et surtout, ce qu'on peut imaginer assez facilement, c'est de se dire ce qui rentre de l'usine doit être équivalent à ce qui sort du transformateur. Donc là, il y a des règles métiers de cohérence qui peuvent se faire de manière assez simple sur la chaîne. Et sur l'organisation, si vous avez en tête les channels qu'on a fait tout à l'heure, on imagine des channels d'entrée et un channel de sortie. Il peut y avoir des channels internes qui ne sont pas visibles pour les autres. Et donc là, chacun peut maîtriser ce qu'il fait. Si vous prenez un fermier qui vend son lait, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune laiterie qui a envie de savoir combien ils ont acheté, que le consommateur sache combien ils ont acheté le lait à l'éleveur. Donc ça veut dire qu'on est dans une... Quand je vous dis par l'organisation, c'est ça. Il faut organiser la donnée. Qu'est-ce que vous acceptez de montrer, qu'est-ce que vous n'acceptez pas de montrer. Et le gros projet, il est là. Mettre tout le monde autour de la table et se mettre d'accord sur une chaîne. Quelles sont les données que je transfère aux interfaces et quelles sont les données que je montre au consommateur. De la même manière, tout ce qui est antibiotique sur les vaches, le consommateur, il a un peu envie de savoir. Donc il y a une traçabilité, il y a une transparence. Si, il veut savoir. Non, tu ne peux pas. L'autre cas dont je vous ai parlé sur le sens d'OGM, par exemple, donc là c'est l'application des smart contracts purs. Donc le smart contract, c'est une règle métier qui va appeler un OCR, qui va parser. Et donc là, on peut garantir qu'un élevage, il a reçu des aliments qui ont été créés avec des produits purs, des produits d'origine sans OGM, sans que finalement l'éleveur ait besoin de montrer qui sont ses fournisseurs et avoir toutes les recettes.
De la même manière, les gens qui fabriquent les aliments, ils n'ont pas envie de communiquer de manière claire leurs recettes. C'est comme Coca-Cola, c'est des secrets de fabrication. Et par contre, nous, on peut se poser en tiers de confiance pour dire, bon, on prend, on applique une règle, et derrière, on applique un tampon. Et en fait, l'avantage du smart contract, c'est que si vous avez la couche de sortie et si vous avez le smart contract, vous pouvez faire confiance au tampon qui est en sortie sans avoir besoin de connaître les données d'entrée. C'est là la puissance du smart contract. Le use case complet, donc là, c'est une fois qu'on a mis tout ça en place, on est arrivé au use case des traçabilités complets. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on fait avec Sharebif, qui est un projet européen avec des Espagnols et des Italiens. En fait, si vous avez suivi tout ce que je vous ai dit, on parle de digitalisation. Donc ça veut dire que la première étape, c'est que les données soient digitales. Et donc qu'ils ne soient pas dans un papier, dans un machin. Donc ça veut dire qu'un projet comme ça, la première chose à faire, c'est de digitaliser tout le monde. Donc aujourd'hui, le vrai sujet dans l'agro, il est en fait. Commencez déjà par des applications tablettes ou des applications web. Commencez déjà par traiter votre donnée de manière numérique. Et derrière, on pourra la mettre dans une blockchain. Tant que tu as un bloc de papier, on ne pourra rien faire pour toi. Donc le gros du projet, il est là. On revient sur un sujet exactement comme sur un data lake, qui est de collecter de la donnée, de l'organiser, de garantir sa qualité. Et derrière, vous pouvez la mettre dans des applications métiers experts, comme Ecolus à gauche, ou dans une blockchain tamponnée à droite. Et donc là, dans ce projet-là, la partie collecte, elle a été mutualisée. Donc ça, c'est pour répondre à un problème. Aujourd'hui, si vous reprenez un peu l'histoire, nous, on a commencé il y a 1 an. Il y a 1 an, on n'avait aucune doc d'industrialisation d'Hyperledger Fabric. La seule doc disponible sur le site, c'était pour monter votre environnement de dev sur votre poste local. Donc on a un peu miséré, on a un peu galéré pour le mettre en prod. Maintenant que c'est fait, il y a des gens qui l'ont publié, donc c'est un peu plus facile. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que la blockchain et les blockchains privées sont au début de l'histoire. Si vous vous remettez à Hadoop il y a 10 ans, c'est un peu la même histoire. C'est des super projets qui sont là, qui font plein de promesses, mais vous êtes un peu à poil dès que vous allez sur Google pour trouver des solutions. Vous êtes obligé de tout inventer vous-même, c'est par un peu le Far West. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une solution pour les gouverner tous, et il n'y a pas une solution de traçabilité. Il y a des forks, il y a des multitudes de blockchains qui existent pour faire de la traçabilité. Il y en a qui vont prendre de la blockchain publique, d'autres de la blockchain privée. Il y en a qui vont prendre une techno, d'autres qui vont prendre une autre techno. Et aujourd'hui, le problème pour un consommateur, et le problème pour un fournisseur, c'est de se dire, moi je suis fournisseur de petits pois, est-ce que je dois mettre mes données de mes petits pois chez Carrefour, chez Leclerc, chez Picard? Ça veut dire que je duplique tout en fait. Donc ça c'est un peu compliqué. Donc, notre promesse à nous c'est de se dire tu nous la donnes une fois et là on va retrouver un truc pour les anciens ça ressemble à un ESB, mais un bus de service. Et l'idée c'est ça, c'est de transtyper abstraire un protocole en fait. Parce que derrière on peut imaginer que si vous reprenez votre maillon de chaîne, chacun peut être sur une techno différente. Donc là, l'ambition de ce projet Rosetta Chain, c'est d'avoir un USB simplement, sur lequel on a une interface normalisée, avec la norme PCIS de GS1, et lui qui est capable d'interroger différents protocoles techniques. Donc ça, c'est pas fait, c'est un besoin. C'est un besoin qui sera de plus en plus présent quand les gens vont commencer à publier leurs données dans la blockchain. Au final, l'application, si vous prenez un Carrefour par exemple qui fait pas mal de com, elle a besoin d'accéder à ces données. Donc soit on repousse toutes les données chez Carrefour, soit Carrefour vient les chercher. Mais pour moi, c'est pas une option et c'est pas une option pour les industriels de se dire on va pousser nos données chez tout le monde. Après, IBM Food Trust, donc, qui est la solution poussée par IBM, elle est très avancée dans la notion d'habilitation. Ils sont capables, pour un fournisseur de petits pois, de dire sur ces lots-là, mon client c'est machin, sur ces lots-là, mon client c'est machin. Et il va être capable de ventiler le client A et le client B, il ne voit pas les mêmes données des petits pois. Donc ça c'est assez fort. Aujourd'hui, c'est un
ça veut dire qu'il faut encore segmenter. Vous n'avez pas une seule chaîne métier, mais vous avez plusieurs chaînes métiers et des chaînes internes qui vont publier dans des chaînes publiques. Donc, toutes ces notions que vous connaissez peut-être sur les queues JMS, les queues Kafka ou ces notions-là, ça vient se mélanger. Donc tout ça pour dire que la blockchain c'est un petit peu poilu. C'est très très technique et que ça... Enfin, pour moi aujourd'hui c'est la techno qui va agréger l'ensemble des états de l'art des différents sujets. Que ce soit les queues de messages, que ce soit la crypto, que ce soit une notion de base de données. Donc en fait, il faut bien voir que c'est une solution complète qui manque encore de maturité. Aujourd'hui, la version 2 elle va sortir. Aujourd'hui, on est encore en version 1. Je pense qu'il va y avoir des ruptures de pont entre la 1 et la 2. Il ne va pas y avoir de bread simplement, par exemple. Et aujourd'hui, il n'y a pas, même si Hyperledger Fabric fait référence, c'est pas dit que dans un an, c'est pas se faire disrupter par quelqu'un. Donc ça, c'est un vrai point intéressant et à prendre en compte. Il faut mettre des gens un peu seniors dessus, on va dire comme ça. Le point immutable, on en a parlé, c'est qu'en prod, quand vous ouvrez en prod, vous faites super gaffe parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de retour arrière une fois que vous avez ouvert. Il faut être sûr de vos modèles. Si vous voulez changer le modèle du JSON, c'est un peu la misère. Surtout si vous voulez tracer la partie auditable. Derrière vous, vous amusez à modifier votre schéma. C'est un peu bordé des branquignoles. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et en dev, je vous dis, on a des vraies douleurs qu'on n'a pas forcément résolues aujourd'hui. À cause de ce fait un channel créé ne s'efface pas, une donnée écrite ne s'efface pas. La notion de temps de réponse, elle est non négligeable. C'est très long en écrit. Enfin, c'est très... Hyperledger Fabric est scalable. Donc ça veut dire que, contrairement à des technos comme blockchain, vous allez pouvoir monter à plusieurs milliers de transactions par seconde si vous scalez votre infra. Ça marche. Par contre, chaque temps, il est long. En fait. On n'est pas sur de la milliseconde, on est sur plusieurs centaines de millisecondes. Donc aujourd'hui, nous, on l'abstrait en mettant une vraie queue de messages en fait, qui va permettre de décorréler et de faire deux fois. En fait. Il faut avoir une réponse rapide sur le front. Par contre, en lecture, c'est assez rapide parce que du coup, Hyperledger propose un mécanisme avec CouchDB qui garde une image à jour des clés valeurs. Donc en fait, toutes les interrogations se font sur CouchDB. Donc ça, là-dessus, ça sert de base de référence. Et l'objet, c'est que vous n'ayez pas besoin de créer une autre base à côté pour avoir des problèmes de perf, mais qui soit un clone et qui ne fasse plus référence. Donc ça, il adresse très bien la partie lecture. Par contre, l'écriture a un temps de réponse dégueulasse. À avoir en tête. Et enfin, les certificats et signatures, c'est que chaque organisation a un certificat root de son organisation et délègue derrière des users dessus. Moi, ce qui ne me plaît pas aujourd'hui dans la techno, c'est que c'est les applications qui ont le certificat. On n'est pas une notion où c'est une personne avec un SSO qui a un certificat pour écrire. En fait. On déclare juste des organisations ou des applications de cette organisation. Donc ça, c'est un peu moyen. Et du coup, ça veut dire qu'il y a toute une gestion des certificats route à garder, à ne pas perdre, et à ne pas se faire piquer. Sinon, c'est un peu la fête à nous. Quoi. Et le dernier point dont on parlait, comme tout projet data, il faut l'organiser. Et donc là, en fait, il y a plein de personnes que je rencontre qui me disent la blockchain, en fait, c'est la merde, je veux faire ma donnée, machin, on va mettre la blockchain. Non, on va se calmer, on va déjà faire le projet, on va déjà faire le processus, quelles sont les données, qu'est-ce que tu veux faire, quelles sont tes règles métiers, tes specs, puis après on te mettra un serveur, puis on le codera. Ça ne durera pas très longtemps. C'est pas le cœur du sujet. C'est le message. Donc c'est la petite synthèse pour conclure. J'espère que le message est passé. J'ai une question, moi. Pour moi, sur la blockchain, le fait que la donnée soit immutable, ça venait du fait que la base elle-même était distribuée et qu'il fallait avoir un consensus pour pouvoir faire une modif. Là, au final... Sur la blockchain publique, oui.
Alors, sur un qu'est-ce blockchain. qui assure l'immutabilité dans les blockchains Alors, publiques? l'immutabilité, voilà, elle est là. En fait, tu as des clés valeurs que tu vas gérer. Ouais. Donc toi, tu vas dire quelle organisation a des droits de lecture et quelle organisation a des droits d'écriture. Oui. Donc à partir du moment où quelqu'un a des droits d'écriture, il va pouvoir modifier la valeur de ta clé. Oui. Par contre, c'est de l'immutabilité dans le sens où tu as tout l'historique en main. Toi, tu vas pouvoir retracer, quand tu as une clé, tu vas pouvoir retracer, tu dis cette clé a été créée par machin, elle a été modifiée par C'est une machin. base de données avec un journal en fait. Oui, dans ce cas, Oui. où est l'immutabilité? Ça enregistre. Oui, mais dans ce cas, où est l'immutabilité? C'est-à-dire, si c'est juste le fait d'avoir les haches qui suivent, à partir du moment où il n'y a pas de consensus à avoir, je écris toute la chaîne, en corrigeant les haches au fur et à mesure, et c'est fini. C'est parce qu'il faut un consensus pour modifier. Dans la version publique, en Alors, tout cas, dans la tout blockchain, peut considérer que c'est immuable. dans la blockchain privée, le consensus, il est délégué à quelqu'un. En fait. Tu vas choisir une organisation ou des organisations par channel qui vont être référentes pour tamponner, et pour accepter une transaction. D'accord, mais du coup, quelle est la différence avec une grosse base, avec une personne comme responsable, en termes d'immutabilité? C'est rien, en voilà. Parce que dans tes bases classiques, tu peux avoir des journaux de log, Ouais. mais ça reste des journaux de log. Tu vois, tu es administrateur, tu veux les magouiller, tu veux les bidouiller, tu peux. En fait. Que là, ces transactions-là sont. Chaque ligne est une transaction qui est écrite dans un log. Donc ça veut dire que derrière, moi, en tant qu'administrateur, je ne suis pas capable de modifier une base sans laisser une trace sur le fait que j'ai modifié la donnée. D'accord. C'est juste que ton journal de log, ton truc, il est écrit en dur dans ton registre. Et Mais donc, comment on s'assure de ça? C'est-à-dire qu'en gros, C'est- là tu me dis c'est un mécanisme. c'est Fabric qui s'occupe de ça. Ouais, mais qu'est-ce qui dit que quelqu'un a réussi à. Alors tu me demandes si quelqu'un l'a hacké. Ouais, Elle est bête ta question. Mais non. Quelqu'un qui va s'amuser à la hacker à un moment. Ah non. Bah si. Mais non, mais justement, le principe dans la version publique, je ne sais pas comment marche la version privée, c'est que ce n'est pas hackable parce qu'il y a ce mécanisme de consensus, sauf à avoir une majorité sur l'ensemble des noms. Oui, mais C'est ça le principe du truc. Si la sécurité tient au fait que le produit n'est pas hacké, Oracle sait le faire aussi, donc Oracle n'est pas hacké, n'importe quelle autre base sait le faire, si on parle du présupposé qu'elle n'est pas hackée. en fait là tu vas pas. Comment dire ça. Toi ce que tu dis c'est est-ce que je suis capable de réécrire toute ma chaîne? Oui. Au final là la question se pose autrement parce que c'est une blockchain d'entreprise. En fait tu pars du. En fait ce blockchain public, ça a été mis en place parce que tout est anonyme en fait. Tu peux pas savoir qui fait quoi. Non, alors moi j'avais vu des use cases que j'avais vu de blockchains de ce type-là, qui n'étaient pas des blockchains entièrement publics, qui étaient des blockchains entre plusieurs acteurs privés. Ça tenait aussi sur le principe que ces gens-là ne se faisaient pas, ne voulaient pas se faire confiance par défaut les uns avec les autres. Par contre, ils étaient d'accord pour se faire confiance tous ensemble à partir du moment où tout le monde le faisait. Et donc du coup, le principe de consensus à majorité leur convenait. Là, s'il n'y a qu'un seul acteur qui est responsable du truc, il n'y a pas de consensus à majorité, c'est Il n'y contractuel. a pas un seul confiance. acteur. C'est toi qui décides, dans ton process de projet, c'est toi qui décides qui va être l'acteur qui va pouvoir tamponner ou pas. Et ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, c'est que c'est pas c'est une autre approche philosophique de la blockchain publique. C'est vraiment une base de données distribuée sur laquelle je vais pouvoir, grâce à mes certificats racines, grâce à mes personnes, je vais pouvoir signer et dire qui a écrit quoi. Par contre, maintenant, effectivement, ce que tu dis, c'est si je veux faire une opération coup de poing et modifier tous les nœuds, je peux pouvoir le faire. Mais là, tu considères que justement la distribution et le fait que si ça a été modifié, tu sauras qui l'a fait. Là, c'est pas exactement la même approche là-dessus. Là, on est vraiment sur une base de données distribuée sur laquelle les gens viennent signer leurs modifications. D'accord. Donc, vu que tu es dans un cercle restreint, on va dire VIP, tu es censé faire plus confiance aux gens que tu as embarqués. Donc, le tampon, c'est pas finalement la réplication, c'est les certificats de. Le vrai tampon, c'est celui-là. Et du coup, tu peux avoir tu peux très bien imaginer avoir qu'un nœud Amplify, enfin un cluster qui a plusieurs nœuds, mais qui te garantit le service en fait. La réplication, elle est en plus dans le sens pour la confiance. Mais elle ne sert pas au quorum, quoi. Mais il y a encore une notion de quorum du coup ou pas?
Alors je t'avoue que je me suis pas bouffé la... Je me suis empressé de le laisser de côté ce sujet-là. Le consensus il est là, c'est le SBFT. Je te laisse le lien. J'ai lu le truc il y a un an, je m'en rappelle plus. Clairement, en fait, c'est pour ce que dit Nicolas, tu vois, c'est que je l'utilise comme une brique techno. Je prends un Apache, un Tomcat, un Nginx, ce que tu veux. Et à un moment, je fais un minimum confiance à la communauté qui est derrière. Parce que bon, on ne peut pas être partout non plus. Mais il y a quand même un mécanisme de consensus qui est là, quoi, qui est censé protéger le truc. Et donc ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un point essentiel aussi, c'est que c'est pas une... Enfin, c'est pas... Je vais vous montrer. C'est qu'Hyperledger n'est pas un... C'est pas un unique processus en fait. C'est un gros bordel. Donc vous avez un process qui gère les peers, qui gère les ledgers. Vous avez un orderer qui va être capable de prendre les transactions pour les empiler, pour les dispatcher, pour les chefs d'orchestre en fait. Les CA, c'est la partie identification qui va gérer les certificats. Vous avez le CouchDB qui lui va gérer la partie lecture. Donc ça c'est l'infrastructure qu'on a mis en place nous chez Amazon pour avoir un cluster qui soit haute disponibilité sur 3 zones qui permettent d'en appliquer à 2D. Donc si vous voulez vous amuser aujourd'hui, il y a des... Je crois que c'est Amazon qui a publié des scripts pour déployer justement dans Kubernetes sur ces instances-là. Et donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que du coup ce que propose Fabric aujourd'hui, c'est les images Docker de ces différentes briques techno en fait. Donc là on est encore sur un niveau d'abstraction. À l'intérieur de chaque instance Docker, il y a encore plusieurs process qui tournent, mais qui sont paramétrés entre eux. Je peux vous dire d'autres au calme. ELB, ça veut dire quoi? C'est Elastic Load Balancer. Moi j'ai une question quand même sur les smart contracts, mais je pense que c'est commun aussi à la blockchain publique. C'est qu'à partir du moment où tu commences à embarquer du code comme ça, là, qui va poser des tampons, tu peux être à peu près sûr qu'à un moment tu vas avoir des bugs dans ton code en fait. Et comment tu gères justement le fait que tu détectes un bug et que tu... Même manière que tout à l'heure, en fait, tu as une personne qui est habilitée à updater ton smart contract. Et comment ça se passe sur les transactions qui ont déjà eu lieu, qui ont déjà été tamponnées avec ce code qui n'était pas forcément valide, qui avait le bug? Enfin... D'accord. C'est ça. Alors, en fait, c'est toute la question de si tu gères par événement en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu gères par événement. Tu vas écrire une transaction, tu vas cliquer un smart contract dessus et tu vas écrire une transaction dans un autre channel. Donc, la question, c'est quand je modifie mon code, il se passe quoi? Oui. Tu as un script de reprise comme tu as dans toute bonne base de données qui se respecte. Pour ça, le message que vous passez, c'est juste une base de données, appliquer lui les mêmes principes, les mêmes problèmes, les mêmes règles. C'est exactement pareil en fait. C'est juste que ta donnée est écrite. Il n'y a pas plus de magie que ça en fait. Tu veux dire que c'est un buzzword finalement? Non, ce que je te dis moi, c'est que tu vois, on a travaillé avec Bureau Veritas par exemple pour auditer le bazar là. Moi je suis au Royal. Parce que toutes les procédures pour savoir qui a accès à la donnée, qui a modifié, qui a machin, c'est mon joker quoi. Donc ça te simplifie la vie. Sur cette partie privée, là, ça te simplifie la vie. Par contre, ça crée de la pollution de cerveau parce que les gens, le temps qu'ils comprennent, le temps qu'ils se posent des questions, le temps qu'ils machin, enfin, c'est pas immédiat quoi. Et le message que je voulais vous passer aussi, c'est que ça coûte super cher à mettre en place quoi. C'est modestement, c'est le truc qui m'a fait transpirer, que c'est un moment que ça m'était pas arrivé quoi. Et même le Hello World
qu'ils ont sur leur site, pour le faire marcher, c'est déjà évident. J'ai un peu bugué. Donc c'est pas mûr. Ça commence à mûrir, mais c'est pas mûr. Il faut savoir comment faire. J'ai une petite question sur Feeware. Tu as mentionné ce projet. J'ai mis ça, moi. Ça s'est vu Oui. Monsieur à l'œil. Ici, ici. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi tu Non, l'as rien du utilisé? tout. Parce que c'était un projet européen qui était poussé par Fileware. Donc en fait, c'est Agricolus qui est en charge de toute la partie Fileware pour intégrer les données pour la partie applicative. Et nous, on vient juste plug. On attend que le broker pousse la donnée dans la blockchain. Et du coup, j'ai des échanges avec eux pour voir comment enrichir Fileware pour avoir des intercos blockchain, pour les mettre au catalogue. Voilà. Donc juste pour conclure, je ne suis plus chez Apifarm. Depuis 4 jours maintenant. Donc, j'ai commencé une nouvelle aventure chez mon emprunt. Changer un peu de l'élevage. Et en fait, dans tout ce que je vous ai montré là, on a des belles ambitions, mais Apifarm est un peu trop en avance pour le monde agricole. On va le dire comme ça. Merci. Merci.